On a déjà parlé un peu de bonnes pratiques et de dire je fais pas la dev dans mon coin. Est-ce qu'il y a des outils clés qu'on doit connaître? Est-ce qu'on doit former les gens? Est-ce qu'il y a des boîtes à outils qui existent et qui peuvent être intéressantes à mettre en place? Bah, peut-être qu'on peut demander à notre invité, si jamais, déjà de commencer par se présenter, et puis éventuellement s'il a un avis sur la question ou une autre question qu'il aura envie de poser. Exactement. C'est, je crois, Arnaud Huc, en direct de sa voiture. Ouais, du coup, vous demandez un peu des trucs sur des outils, c'est ça, d'investigation et tout? De définir une méthode d'investigation, la partie standardisation, la boîte à outils, les outils qu'on peut utiliser, les formations, tous ces aspects-là. Est-ce que tu pourras nous donner 2-3 conseils ou des trucs et astuces Ouais, bien sûr. Bien sûr. Ouais, du coup, je me présente en 2 mots. Moi, j'ai fondé l'Académie de la qualité efficace et en fait, ça fait 15 ans que j'interviens sur les sites pharma. Et les déviations, c'est un des sujets numéro 1, quoi. Et en fait, le point clé qu'on voit partout, effectivement, ce que tu disais, c'est l'hétérogénéité dans la manière d'investiguer d'un investigateur à l'autre sur un même site. Et donc, c'est vrai que de standardiser la méthode d'investigation, c'est quand même un outil qui permet à la fois de gagner en efficacité dans ces investigations et aussi dans la formation des investigateurs, dans l'homogénéité. Et, et en fait, comme les investigateurs vont appliquer un peu toujours le même type de méthode, au bout d'un moment, ils vont aussi gagner en efficacité et donc clôturer les déviations plus vite. Donc ça, c'est un point qui est assez intéressant. Après, les outils, les méthodes, il y en existe plein. L'idée, c'est vraiment de la standardiser. Nous, on a une démarche standardisée, mais il y en existe d'autres. Et je pense qu'il y a un point qui est quand même assez important et qui est marqué dans les BPF, c'est qu'il faut adapter l'effort d'investigation au niveau de risque de la déviation, quoi. Ouais. Et du coup, derrière ça, ça veut dire, bah, finalement, quand on a une dev mineure, faut peut-être accepter à un moment donné de mettre moins d'efforts d'investigation avec une méthode progressive et une majeure, aller plus loin. Et donc, sur les mineurs, quand on va moins loin, oui, peut-être que le défaut va revenir, mais si ça se répète, bah, ça va basculer en majeur, et si ça se répète pas, bon, bah, c'était suffisant, quoi. Mais c'est pour garder de l'effort et de l'énergie sur tout ce qui va être déviation plus majeure, plus critique, en fait. Alors c'est super important ce que tu dis, et là je rebondis dessus tout de suite, c'est que la notion de récurrence, on disait tout à l'heure, il faut absolument l'avoir en tête et être capable de la mesurer, parce que comme tu le dis Arnaud, une déviation mineure qui arrive une fois tous les ans. Bon, ce sera une déviation mineure, on va peut-être pas, comme tu dis, mettre le paquet avec une équipe d'investigation de 150 personnes dessus. Si elle arrive 3 fois dans la même semaine, on a déjà une récurrence, auquel cas une déviation mineure qui arrive plusieurs fois dans la semaine, dans le mois, à définir selon les systèmes qualité, on doit la traiter en déviation majeure, auquel cas l'effort d'investigation sera adapté. Et je suis complètement d'accord avec toi, s'il y a un conseil à retenir de toute cette soirée pour ceux qui traitent des investigations qualité, c'est d'adapter l'effort à l'effet. C'est vrai dans toute notre vie, hein, je veux dire, dans tous les jours, mais c'est d'autant plus vrai quand on traite des déviations. Et c'est d'autant plus vrai que une déviation mineure, qui est vraiment une déviation mineure, hein, qui est traitée par trop de monde et qui est traitée par trop de pages, trop de documentation, etc., en audit ou en inspection, pour l'avoir vécu plusieurs fois, c'est limite étonnant. C'est suspect. C'est suspect parce qu'on va se dire, mais pourquoi ils ont mis 50 pages pour traiter de cette dev mineure? Alors que le nécessaire, ça aurait été de se dire, on définit le problème, on a une cause qui est évidente ou qui nous paraît évidente. Ça ne veut pas dire ne pas investiguer du tout, hein, ça veut dire d'adapter l'effort et de se dire, bah, on a cette cause évidente, on va mettre une petite action CAPAS sans y réfléchir pendant des plombes et des plombes, et puis on va voir si elle revient. Si elle revient, on la traitera différemment. A contrario, une déviation critique, on ne va pas la traiter en minutes, et voilà. Adapter l'effort, ça veut dire mettre en place des bons outils, ça veut dire mettre des photos quand il y a besoin de photos, ça veut dire mettre des musiques s'il y a besoin de musique, mais voilà. Et en tout cas, avoir quelque chose d'efficace et pas d'étaler la confiture parce qu'on en a un peu, quoi. Oui, oui, c'est quelque chose qui, effectivement, peut arriver, hein, les investigations où, en fait, on va étirer l'argumentaire sur la longueur. Et alors, pour une investigation mineure, voilà, tu as dit que trop de volume, ça pouvait être suspect. C'est pareil, attention, si vous avez l'impression que remplir une investigation, même pour une majeure, au maximum, c'est donner l'impression qu'on maîtrise le sujet, pas forcément, parce qu'en investigation, si l'auditeur regarde votre investigation et se rend compte qu'en fait c'est sur 27 pages, il y en a 25 où c'est du vide, et il va vite se rendre compte que vous essayez de le baratiner et il va forcément vous challenger sur celle-là, quoi. Ouais, c'est ça, noyer le poisson, il n'y a rien de pire, quoi.
Du coup, Arnaud, pendant que tu es là et qu'on te tient, tout à l'heure, on a parlé aussi de la formation à la méthode d'investigation. Et une question que je voulais te poser, c'est, pour moi, je trouve une des difficultés quand on a ce traitement de backlog, c'est, OK, on a standardisé la méthode, mais après, il faut l'appliquer, entre guillemets, et il y a une sorte de rigueur dans l'exécution qu'on doit avoir aussi. Et moi, j'ai en tête une des bonnes pratiques qui pourrait, peut-être en fonction des cas, être mise en place, c'est d'avoir quelqu'un qui serait garant de la méthode, quelqu'un qui est formé, qui est vraiment on va dire, le champion de la méthode et qui va être sûr que justement, même si les gens sont déjà formés, ils appliquent réellement ces bonnes pratiques pour être sûr qu'on soit vraiment efficace. Et en une sorte de garde-fou de la méthode, qui va te dire, OK, on a défini la méthode d'investigation, mais oui, vous êtes bien sûr que vous investiguez ensemble, vous êtes bien sûr que vous utilisez les bons outils, vous êtes bien sûr que vous ne mettez pas 25 pages pour une petite dev mineure. Donc là, tu veux dire quelqu'un dont le poste serait en fait de passer en revue les investigations et les manières de traiter les déviations. Voilà, ou de passer en Ouais, revue, c'est ou le de voir, process je owner. sais C'est pas, le process owner des déviation. etc. C'est Donc, le comme ça, quelqu'un responsable qui du serait vraiment process garant déviation. que non pas l'investigation est bonne, mais que la méthode utilisée, quantifié. la standardisation est bien respectée. Qu'est-ce que tu en penses, Arnaud, là-dessus? Il était en train de parler, mais tu n'avais pas l'écouteur, donc tu n'as pas entendu ce qu'il a dit. Mais Excuse-moi, Arnaud. Pas de souci. Non, ben moi, ce que je pense là-dessus, c'est aussi un peu ça que je voulais partager. Déjà, le premier truc, pourquoi est-ce qu'on a des backlogs déviation et ça va répondre à ta question, hein, donc laisse-moi y venir. Mais sur les dossiers de l'eau, souvent, sur les sites, on a des gens qui sont dédiés pour faire de la revue de dossier de l'eau. Les déviations, selon les organisations, mais nous, ce qu'on voit souvent, c'est qu'un peu tout le monde peut faire l'investigation. Et alors que finalement, ça a autant d'impact sur ta libération que ton dossier de l'eau. Et c'est quelque chose qui est un peu sous-estimé. Et du coup, quand tu as un peu tout le monde qui fait des investigations, quand tu dois homogénéiser la méthode sur, je sais pas, 20, 30, 50 personnes, c'est beaucoup plus dur. Alors que d'avoir des investigateurs dédiés, comme on le voit sur certains sites, ça permet déjà de limiter le nombre d'investigateurs, et donc d'être beaucoup plus pertinent dans l'homogénéisation de la méthode. Et après, derrière, tu devrais avoir un process owner, un responsable du process déviation qui, souvent, je dirais, serait plutôt au niveau de la Q-System, qui va être garant Mhm. justement de s'assurer que les outils de pilotage fonctionnent, de s'assurer que les investigateurs, ils appliquent bien toujours la même méthode. C'est pas forcément lui qui va appuyer sur le bouton de chaque déviation, mais il va faire des process confirmation, donc c'est-à-dire qu'il va aller régulièrement aller voir des déviations fournies par les investigateurs et s'assurer qu'ils maîtrisent toujours bien la méthode et si besoin réajuster quoi. Ouais, ou que le pilotage visuel, il est bien toujours cohérent, il est bien suivi, etc., etc. Ouais. Mm. Donc ça reste une bonne pratique. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément partout. Et ça permet quand même, comme tu le dis, d'homogénéiser et d'être sûr que finalement, cette méthode qui est une des clés du succès, entre guillemets, va être suivie correctement par tout le monde. j'ai l'impression que c'est ce genre de poste où les entreprises ont un peu peur d'aller parce qu'on peut avoir l'impression que c'est en fait un investissement qui n'est pas forcément rentable parce que c'est pas quelqu'un qui va traiter, en fait, c'est pas quelqu'un qui va comment dire, apporter de l'efficacité sur le moment. Et c'est quelqu'un en fait qui va s'assurer que sur le long terme, et ça peut rentrer dans le point qu'on va aborder après, c'est-à-dire instaurer une culture qualité et faire en sorte qu'en fait, pour pas que le backlog revienne, en fait, juste on ouvre moins de déviations et donc on soit moins sujet à ce genre de problème. C'est c'est un investissement dans la qualité pour justement pour éviter les problèmes plus tard, quoi. Après, c'est pas forcément une personne à 100%, hein, mais en tout cas, d'avoir dans les mains de quelqu'un cette notion de process owner, Non, à alors mon après, avis, effectivement, c'est super important. 100%, pas 100%, ça dépend de la charge qu'on a, de l'investissement qu'on va mettre en face, mais c'est forcément, en tout cas, si on arrive sur un poste de ce type-là, c'est forcément une charge de travail qui doit être prise en compte dans le poste de la personne. Et à mon sens, c'est un bon Ouais. investissement, parce que voilà, vu ce que ça coûte d'avoir un backlog de déviation, Ouais, on de va pas toute faire façon, de bilan financier, mais il est bien plus costaud que 15% ou 20% de n'importe quel équivalent temps plein dans une usine. Mm. mais ça reste un bon investissement dans tous les cas, puisque au final, en homogénéisant les méthodes, forcément, les postes d'investigateurs, ça reste aussi des postes sur lesquels il y a des turnovers. Et du coup, en fait, tu vas avoir, si tu homogénéises pas bien et que tu vérifies pas bien avec ton process owner, tu vas faire des moins bonnes investigations. Du coup, tu vas avoir des moins bonnes causes. Du coup, tu vas avoir de la récurrence. Du coup, tu vas augmenter ton nombre de déviations. Du coup, tu vas prendre encore plus le risque d'être en backlog. C'est ça. Alors que si tu as un process owner qui vérifie, qui s'assure de l'homogénéité malgré le turnover des investigateurs, tu vas avoir des meilleures causes identifiées et au final, tu vas avoir du coup des meilleurs CAPA,
donc moins de récurrence, donc moins de déviation, donc moins de risque d'avoir des backlogs. Ouais, complètement. Hein. Mm. Ouais, voilà, ça reste un bon investissement. Démontré par A plus B par A, donc merci. Non, mais Et, ça, mais ça, c'est un peu le même principe qu'en fait d'investir dans la formation de ses équipes. c'est sûr. C'est faire monter les gens en compétences pour que le travail soit mieux fait et donc qu'on ait moins de problèmes à traiter par la suite, quoi. Il y a quelque chose sur la partie formation que je voulais aussi aborder, c'est, on parle de la formation au processus, la standardisation. Il y a aussi la formation à l'utilisation des petits outils d'investigation qui sont dans la boîte à outils de tout un chacun, qui sont comment on fait un Ishikawa 6M, comment on fait un petit brainstorming pour éliminer les causes, pas les causes possibles, et derrière faire un 5 pourquoi. Un 5 pourquoi, l'outil il est aussi bête Que son voilà, nom, voilà, tout que son simplement. nom, un enfant de 5 ans pourrait le faire. Mais pour autant, il faut quand même avoir les bonnes pratiques d'utilisation de ces outils. Et si on n'a jamais formé les gens aux utilisations de ces outils, bah, la personne la plus intelligente du monde, elle pourra aussi se planter. Parce que, entre guillemets, voilà, il y a quand même des écueils dans lesquels il ne faut pas tomber. Et donc, je pense que de donner des exemples, d'illustrer par l'exemple tous ces petits outils d'investigation, pour dire à quel point ils peuvent être puissants, malgré qu'ils soient très simples, et ben, ça me paraît être aussi un très bon investissement parce que voilà, ça s'invente pas, entre guillemets. C'est sûr, hein, parce que concrètement, un Ishikawa, quand on sait ce que c'est pas si compliqué à faire. Mais quelqu'un qui ne voit pas ce que c'est, on dit, ah bah tiens, Christophe, demain tu me feras un Ishikawa sur la déviation numéro 742. Je sais pas de quoi je te parle, ça peut paraître très Ça va être un peu impressionnant, quoi. compliqué. Et bon, souvent, Après, c'est des outils, d'ailleurs. après sur les outils, moi, je mets entre guillemets un bémol. Souvent, ce qu'on voit, c'est que les investigateurs, ils sont formés une fois au début de leur prise de fonction, on va dire, à plusieurs outils. Et en fait, quand ils font face à une déviation, c'est un peu le phénomène de la page blanche. Tiens, quel Ah outil je ouais, vais utiliser cette fois-ci? Et du coup, ça les bloque dans le fait de démarrer l'investigation. Et nous, c'est vrai. ce qu'on dit vraiment, c'est structurer les outils les uns après les autres. Voilà, vous avez une mineure, vous faites tel outil, vous avez une majeure, vous faites tel outil, puis le deuxième outil. Et en fait, comme ça met tout de suite le pied à l'étrier. Et donc, il faut trouver quel est le bon outil. Voilà, nous, sur une Bien mineure, on sûr. va faire un outil qu'on appelle le schéma de comparaison des situations. OK. Mais ça permet de mettre le pied à l'étrier parce que quand on a une boîte à outils, le risque, c'est de se dire, OK, là, je suis face à cette déviation, j'utilise quel outil? Je sais pas, du coup, Mm. bah, je verrai demain et c'est comme ça qu'après on se retrouve demain et au bout de 29 jours, ah mince, bah là j'ai plus le choix et je fais n'importe quoi, quoi. Non, t'as raison, et ça confirme un peu, que c'est en connaissant bien les outils et avoir aussi de l'expérience qu'on sait que aucun outil doit être imposé. Hein. C'est parce que je connais l'investigation que j'ai une déviation majeure et je me dis que cet outil que je connais bien va m'être utile dans la démonstration de ma cause que je vais l'utiliser. Sinon, on se retrouve effectivement à utiliser tout n'importe quoi ou à pas savoir quoi faire. Et pour une mineure, avoir un petit outil, entre guillemets, forcer le trait sur un seul des outils en disant que je ne vais pas utiliser tout le reste, pourquoi pas, sur une majeure, eh ben voilà, si on laisse quelqu'un faire ce qu'il veut avec n'importe quel outil, ça ne marchera pas non plus. Mais le fait de standardiser un peu, éventuellement, sans imposer des outils, parce que tous les outils ne sont pas forcément adaptés à toutes les situations, mais de catégoriser les outils éventuellement par criticité de déviation. Se dire, tel outil, ok, tel outil, c'est quand même c'est une bonne charge de travail, ça va c'est un outil qui permet d'aller en profondeur, on va le réserver pour les majeurs et les critiques, pour les mineurs, c'est pas nécessaire. Le fait de catégoriser comme ça nous permet de retomber sur ce qu'on disait tout à l'heure, de dire à chaque criticité sa dose d'effort. Et de ne pas tomber dans l'écueil d'appliquer tous les outils qu'on a à notre disposition pour une déviation mineure qui en fait ne les mérite pas, quoi. Ça, Exactement, exactement. Et il faut s'y tenir. Le nombre de fois où on voit justement ce type de catégorisation en fonction de la criticité, on va utiliser tel outil, et finalement derrière, la Q qui arrive qui dit non, mais faites quand même un cinquième, même si c'est mineur, ça nous rassure. Non, il faut bah s'y non. tenir. C'est de la discipline d'exécution aussi derrière, à tous les niveaux, quoi. Ah oui, la rigueur, elle est dans l'investigation, mais elle est aussi dans la. Voilà. C'est l'équipe d'investigation, et ça inclut du détecteur jusqu'à la clôture de la cure. Oui, Bien oui, entendu, le niveau d'investigation, il doit être aussi accepté par la CU qui ne va pas en demander trop. Ça, c'est pas simple. Il faut c'est là former que- les accus aussi. et c'est là qu'à nouveau, le fait de standardiser les process, même dans l'investigation des déviations, dans ce cas-là, ça aide parce que quelqu'un qui est process, il peut avoir du mal à dire non à la Q, parce que effectivement la Q paraît tout puissante dans l'industrie pharma, ou en tout cas on considère qu'à la fin c'est elle qui a raison.
Et dire à la Q, non, je ne le ferai pas parce que dans la procédure que tu as approuvée, c'est écrit qu'il faut pas le faire. Le standard, il est comme ça, ouais. Bah là, il y a pas de réponse possible, quoi. Donc le fait de standardiser, ça met tout le monde d'accord. Et si le standard est bien fait, et ben normalement derrière, ça roule tout seul. Parce qu'il n'y a rien de pire pour des investigateurs qui ont plusieurs assurances qualité en face d'eux que de se dire à un moment donné, j'ai fait exactement la même chose. Mais en fonction d'à qui j'en parle, on va me répondre de choses différentes parce que mais le décisionnaire final, il n'est pas aligné. Et Ils sont puis, pas alignés entre eux. Et ça, c'est terrifiant. Donc, effectivement, ça peut servir à ça aussi. et puis avoir le sentiment, entre guillemets, de devoir surconvaincre. C'est-à-dire d'avoir monté un argumentaire qui est cohérent, qui tient la route, qui est pas excessivement développé, mais qui est adapté à la déviation. D'être convaincu qu'il n'y a pas d'impact en fait de la déviation et qu'on vienne te dire ouais d'accord, je suis d'accord avec toi, mais quand même Creuse encore étoffe-nous un plus, peu, c'est ça. démontre ça, On passe machin. une semaine dessus. Ça pour la personne qui va faire l'investigation, ça peut être assez démoralisant quoi, et de se dire en fait là ok bah c'est bien, celle-là on va la bétonner, mais ça sert à rien parce qu'elle était déjà réglée avant. Et pendant que je fais ça, bah, j'en traite pas une autre qui peut être aussi, voire plus grave et qui mériterait un peu plus d'approfondissement. Ouais, puis ça peut créer des petites tensions aussi, il faut se le dire, entre l'investigateur et l'assurance qualité. Oui. Hein. C'est la même équipe à la base. Hein. C'est ça. C'est qu'ils bossent ensemble, ces gens-là. Oui. Complètement. Ok, bah écoute, pour l'investigation, du coup, les conseils qu'on a donnés, c'est adapter votre investigation à la déviation que vous avez. Essayez de définir des outils, pas forcément passe-partout, mais en tout cas un éventail d'outils que l'investigateur choisira d'appliquer ou non en fonction de la situation avec, voilà, lié à ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire une évaluation de la nécessité de l'outil par rapport à la criticité. Et essayer de standardiser vos process. Et d'avoir un garant de cette méthode. Et voilà, d'avoir un process owner qui, voilà, dont une des tâches sera de s'assurer que les méthodes qui sont définies sont appliquées et de les rappeler, éventuellement de faire des formations périodiques, de suivre les nouveaux arrivants, ce genre de choses. Est-ce que j'ai bien résumé, Arnaud? Ouais, et peut-être un dernier mot. Gare, quand on traite un backlog déviation, gare au backlog CAPA qui va déboucher après, quoi. Exactement. Oui, on en parlé rapidement tout à l'heure, mais ouais. Ouais, voilà, ouais. Ah, complètement. Non, mais c'est bien résumé, ouais. Eh ben super, ben, merci Arnaud pour ta participation. Merci Tout à l'heure, on Merci se voit à sans vous. doute bientôt à la 3P Super ce ou que vous ailleurs. faites, les gars. Et puis, Merci. bah, je retourne dans le chat alors. Ça roule. À bonne bientôt. soirée. Salut Arnaud. Allez, bonne Ciao. soirée. Peut-être qu'on peut arriver à notre dernière partie, Christophe. Notre petite conclusion, notre voilà. Si on fait un Thèse, petit identité de synthèse, Voilà. ouverture vers le monde. Là, on a présenté ce que c'était une déviation. On a dit qu'il fallait commencer par évaluer la charge quand on voulait s'attaquer au backlog. On a décrit comment on faisait pour prendre le problème. Est-ce qu'on a abordé les quick wins pour motiver les équipes. On a parlé de qui doit traiter, qui est impliqué dans le traitement des déviations, c'est-à-dire tout le monde. Comment on le fait? On vient d'en discuter avec l'investigation. Maintenant, le backlog est traité. Comment on fait pour qu'il ne revienne pas? C'est ça. Alors du coup, comme on disait tout à l'heure, toutes les bonnes pratiques qu'on a mis, qu'on a explicitées là, le but au final, c'est de cranter sur les outils d'investigation, de cranter sur la méthode, de cranter sur la gouvernance, de cranter sur le pilotage visuel, etc. Et de se dire qu'au final, tout ça, ça entretient ou ça amène de la culture qualité. Alors, ça veut tout dire rien dire de la culture qualité, mais entre guillemets de se dire, voilà, on a montré ces bonnes pratiques-là aux gens qui investiguent. Ce qu'ils doivent avoir en tête, c'est que derrière, ils ont compris que c'était quand même chiant à faire, entre guillemets, une investigation qualité, et ils doivent avoir compris que, ok, on sait comment les traiter, mais le but ultime, c'est quand même de ne pas les générer. Tout à l'heure, tu parlais comme de l'énergie qu'on... Voilà, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas, les déviations. La meilleure déviation, c'est celle qu'on n'ouvre pas, avec la précision quand même que on ne l'ouvre pas parce qu'on n'a pas besoin de l'ouvrir et pas parce qu'on la voit, mais qu'on décide de parce qu'elle n'existe pas, parce qu'on a suivi les process et que la déviation n'existe pas. Ah bah oui, on va au bout du délire. Hein, attends. Il y a Ludo qui chambre Florian, parce que bon, ça paraît un peu démagogue. Non, mais c'est vrai au bout du bout. Et effectivement, je pense que les personnes qui ont en tête cette culture qualité, qui connaissent la façon dont on investigue les déviations, etc., et l'étape d'après, c'est justement de se dire, ok, j'ai mis mes actions CAPA, je sais que tout ce que je fais là, c'est dans le but de ne pas générer de déviation derrière. Tout le fait que l'encours qui monte, ça ne te met pas le moral. À l'inverse, se dire, tiens, j'ai mon encours qui baisse, et je me mets un challenge personnel à dire que parce que j'ai mis toutes ces actions-là, logiquement, mon encours de déviation devrait baisser, je devrais en générer moins.
Là, il y a une vraie victoire sur Mm. sur le système, entre guillemets, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Et ça implique de guillemets, d'embarquer toutes les personnes de l'entreprise parce que on peut avoir des situations où en fait les personnes qui génèrent les déviations, qui y sont confrontées, si jamais elles ne sont pas amenées à les régler ou en tout cas ne voient pas toute l'investigation qu'il y a derrière et si on n'a pas de communication sur le nombre de déviations qui sont ouvertes, le nombre de déviations qui sont traitées, le temps que ça prend, l'investissement que ça représente, et ben, ces personnes-là, au final, peut-être que juste elles peuvent considérer que les déviations, c'est pas forcément entre guillemets, leur problème et qu'elles sont pas impliquées dans le sujet et donc qu'elles vont pas spécialement être vigilantes au fait d'en ouvrir ou ne pas en ouvrir, quoi. Elles vont faire de la façon dont elles ont l'habitude de faire, appliquer les méthodes qu'elles emploient tous les jours. Et parfois, ces méthodes, un petit changement, ça permettrait d'éviter des déviations récurrentes. Et d'ailleurs, souvent, c'est en fait enfin, le personnel de production, ou en tout cas le personnel confronté au terrain, qui a souvent les bonnes idées en fait de modification pour régler des problèmes qui rencontrent tous les jours, qui sont presque devenus la norme en fait et auxquels ils Ouais. font même plus attention, quoi. Ou alors qu'on n'a pas écouté, ou alors on le traitera ça quand on aura 2 minutes, et puis voilà. Enfin, voilà. Mm. Et là-dessus, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de parler de bonnes pratiques de Lean et qui font un peu écho à ça. Et par exemple, le principe de stop and fix, on l'a déjà abordé, je pense, dans des lives, mais de se dire que, par définition, quand on produit quelque chose, comprimer des seringues ou quoi que ce soit dans une industrie, on le produit pas pour le mettre à la poubelle. Le record, c'est pas le but, c'est pas d'avoir fabriqué 150 millions de je sais pas quoi dans l'année, mais de se dire on en a acheté la moitié. Mm. Si on produit, c'est pour que ce soit bon. Et donc, du coup, il y a la notion de RFT, donc de right first time ou de bon du premier coup, qui va être un des indicateurs. Mais par exemple, le stop and fix, il est directement, découle de ce principe-là. C'est de se dire, sur ma ligne, quand j'ai un problème, je vais pas le mettre de côté, on verra plus tard l'investigation, la déviation. Non, c'est je m'arrête parce que ne pas produire des produits bons, en gros, c'est ne pas produire du tout. Il faut pas produire du tout. Alors, c'est compliqué quand tu as 53 devs par jour, parce que du coup, tu produis plus. Et à un moment donné, voilà. Mais la pratique de ce fix, c'est de se dire, je pose des valises quand j'ai vraiment un problème qualité sur ma ligne, et je fais participer rapidement. Hein, le but, c'est pas de s'arrêter 3 semaines, mais c'est de faire participer avec la puissance des outils d'investigation les opérateurs. Et toi, le gars de la maintenance, tu viens là, on va investiguer. Toi, la Q, tu viens là, on se met sur la bécane avec une Charlotte, donc sur le terrain. Hein, et là, on va investiguer tous ensemble parce que, d'une, on n'a pas envie que la prod elle soit arrêtée pendant longtemps, mais surtout, on veut tuer le problème tout de suite pour pas qu'il revienne dans une heure ou dans Ouais, mais ça veut dire que instantanément, quand le problème se présente, on va mobiliser des personnes de différents services, donc mettre des Potentiellement. ressources importantes. Ouais. Ils vont arrêter tout ce qu'ils font par ailleurs, parce que si la ligne elle est arrêtée et qu'on ne tourne pas, c'est qu'on ne produit pas, et donc il y a peu de problèmes plus graves que ça pour une industrie pharmaceutique, quoi. Mais Donc, en fait, pas produire sur une bécane, c'est le problème le plus important d'une industrie pharma, à mon sens. oui. Et avec tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire, ça veut dire un problème qualité, c'est un problème de perte, c'est un problème financier, c'est un problème tout ce que tu veux. Mais en gros, Donc, au bout du bout, produire, pour une industrie qui fait de la prod, vu que c'est déjà c'est le cœur du système, c'est de faire des seringues ou des comprimés, produire en partant du principe qu'on produit bien, voilà, le stop and fix, il est évident. Philosophiquement. Après, dans la vie de tous les jours, dans la pratique, on sait bien qu'il y a des routines qui peuvent être appliquées, qui permettent de finir le lot dans la douleur avec potentiellement un taux de déchets un peu plus élevé que ce qu'on a habituellement, mais qui ne veut pas forcément dire qu'on va jeter tout le lot à la poubelle. Exact. C'est des choix et ça dépend aussi, bien entendu, encore une fois, de la criticité de la déviation, qu'on ne va pas arrêter la ligne pour une déviation mineure. Non, mais potentiellement, si on arrête la ligne pour une déviation qu'on sait qu'on va pouvoir traiter dans l'heure, parce qu'on va éviter de perdre 3 semaines de prod, parce qu'on va arrêter la back-end dans 2 jours, l'investissement, il est vite vu, quoi. Mais ça nécessite une organisation, une prise de conscience de tout le monde que c'est comme ça qu'on doit fonctionner, et de l'opérateur jusqu'à la direction, hein, parce que... C'est là qu'on commence à parler de... C'est là qu'on commence à parler de culture qualité et qui ne concerne pas que l'assurance qualité, en fait. C'est tout le site. Et c'est en ça que, par exemple, dans QP Pharma, bon, je sais pas, les gens le savent peut-être, mais dans QP Pharma, le Q, c'est la qualité, le P, c'est la performance. Et le but, c'est de se dire que trop de qualité tue la qualité, parce que du coup, on tue la performance, et à un moment donné, l'usine ne marchera jamais. Trop de performance sans réfléchir à la qualité, ça ne marchera pas non plus, parce qu'on fera de la merde, on sera obligé d'arrêter à un moment donné. Et que l'équilibre entre les deux, il est vital, entre guillemets, et que l'un se nourrit de l'autre, entre guillemets, quoi. Voilà ce qu'on voulait se dire. Évidemment, bon, bah là, on est chez Oui, hein, on est sur du long terme, tout le monde, tout va bien. Oui. On a le bel état d'esprit, on génère pas de dev, on a un RFT fantastique. Donc, le RFT,
Je voulais en dire 2 mots parce que c'est un des bons indicateurs aussi. On parlait tout à l'heure de maturité de déviation sur les sites. Je te coupe un Vas-y. peu dans ta tirade. S'il y a des gens sur le chat qui veulent revenir, n'hésitez pas, hein. Rejoignez le Discord. Si vous avez envie de réagir à ce qu'on vient de dire, parce que bon, on aborde un nouveau sujet, on se le fait un peu en solo, hein, Christophe, Ah oui, mais mais- on est ravis de recevoir d'autres personnes. Donc si vous avez envie, n'hésitez pas. Et puis, ou des questions dans le chat, hein, le chat existe toujours, hein. Et du coup, voilà, le RFT, juste pour en dire 2 mots, donc c'est l'indicateur qui va dire quel pourcentage de lot on a bon du premier coup. On peut le dissocier en BRFT documentaire ou en RFT, on va dire plutôt process, c'est-à-dire est-ce que j'ai généré une dev par lot? Auquel cas, voilà. Ouais, carrément. Est-ce que sur chaque lot, j'ai une déviation, ce qui veut dire que j'ai pas produit dans des conditions standards. Est-ce que j'ai une déviation qui arrive tous les 5 lots, tous les 10 lots, et on peut avoir un pourcentage du lot bon du premier coup, entre guillemets, qui peut être un bon indicateur qualité. On peut avoir la même chose sur la partie documentaire, c'est-à-dire les dossiers de lot. Le dossier de lot, s'il est bien rempli, c'est aussi le gage d'une qualité de production qui se passe correctement, que les gens savent ce qu'ils font. Le dossier, il est propre, c'est un outil de prod. Il n'y a pas 50 000 retours entre la Q et la prod qui vont aussi bloquer la libé. Et donc d'avoir une sorte d'indicateur du nombre de lots qui vont avoir subi un retour ou des retours multiples documentaires, ça peut être aussi un bon indicateur à piloter pour la mesure de la qualité documentaire Donc, ça, de ce qu'on fait. alors, c'est un autre sujet qui n'a pas forcément trop de déviation, mais effectivement, les allers-retours prod qualité pour avoir vu des dossiers lots, c'est quelque chose qui peut faire perdre pas mal de temps sur une libé. Je pense que c'est pas si mal. C'est J'aurais bien. imaginé pire. La technique, vous les avez pas vus, les deux loulous derrière, là. C'était très drôle à voir de notre côté, hein. Nous, on était très concentrés avec Flo, là. Il y avait Ludo et Vincent en train de courir, de faire des triples saltos, de tourner des boutons pour essayer que ça marche. On a quand même un système d'ardoise pour nous faire passer des messages. Ouais, carrément. Comme dans le Tour de France, vous voyez. Ouais, t'es en avance de 2 minutes. Voilà. Non, mais voilà, c'était super sympa en tout cas. J'espère que vous avez aimé ce format. N'hésitez pas à continuer dans le chat ou à nous dire si vous avez trouvé des choses intéressantes, des choses à améliorer. On est ouvert à toutes les. Merci à tous ceux qui ont participé parce que c'était l'objectif et on est content parce qu'on a eu du monde. Donc voilà, merci à eux.